Salut à tous et bienvenue sur Libre de comprendre. Aujourd'hui, on va parler de l'argent de nos impôts et on va se poser la question de où va ce pognon. En France, on nous dit que l'État veille sur nous, que nos impôts servent le bien commun, que c'est pour notre protection, pour notre sécurité. Dans les faits, cet argent que vous arrachez à votre salaire ou à vos entreprises, il file souvent dans des trous sans fond, des engins bureaucratiques monstrueux, des promesses creuses, etc. Aujourd'hui, on va lever le voile sur où part vraiment l'argent de nos impôts et pourquoi on ne verra jamais les vrais bénéficiaires de ces impôts. Alors en premier, on va parler du tour de passe-passe de ce que l'État encaisse. Commençons par regarder le montant gigantesque qu'on collecte. En 2024, les dépenses publiques françaises, hors crédit d'impôt, etc., s'élèvent à environ 1670 milliards d'euros, soit autour de 57,1% du PIB selon FIPECO. C'est colossal. Cette somme, on la finance par la TVA, l'impôt sur le revenu, les contributions sociales, la CSG, etc. Mais c'est pas suffisant. Les recettes ne couvrent pas les dépenses et chaque année, on creuse le déficit. En 2024, le déficit public français a atteint près de 175 milliards d'euros, soit 6% du PIB, selon la Cour des comptes. Pour donner un ordre d'idée, c'est un trou de la taille de l'Espagne fiscale qu'on creuse chaque année. C'est pas un bug en plus, c'est le mode de fonctionnement. On promet tout, on taxe toujours davantage, on emprunte systématiquement et on reporte toujours à plus tard. Il y a ce qu'on affirme faire et ce qu'on dépense réellement. L'idée vendue, c'est celle d'un État bienveillant qui nous promet l'éducation, la santé, la sécurité, la retraite, les services publics. Et à la base, c'était vraiment une très belle idée, mais quand on gratte la surface, on découvre qu'il y a des écarts assez importants. Alors d'abord, le poids écrasant des postes sociaux. Une grande part, souvent la plus grande part, va aux dépenses sociales. Donc les retraites, les allocations et la santé. En 2023, les dépenses publiques de protection sociale atteignaient 32,3 points de PIB, contre une moyenne de 26,5 dans l'Union européenne, selon FIPECO encore. Ça fait une énorme différence. Sachant que l'Union européenne est déjà très forte dans la protection sociale par rapport aux autres régions du monde. Et en France, c'est 6 points de plus que dans le restant de l'Union européenne. Les retraites, elles pèsent 14,5% du PIB en France. C'est nettement au-dessus de la moyenne européenne. Un autre exemple, la santé. La France consacre environ 11,7% du PIB à la santé, alors que la moyenne européenne est à 10%. Et on vous dit souvent qu'on est mieux soigné chez nous, qu'on est content d'être chez nous, etc. Mais en fait, il suffit de voyager un petit peu pour voir que dans les autres pays, on ne meurt pas systématiquement. On est aussi pris en charge. Il y a d'autres systèmes qui fonctionnent bien. Donc en fait, on paye énormément pour des promesses sociales. Et du coup, les performances sont décevantes. C'est là que ça devient hyper cynique. On paye très cher et on obtient un service médiocre. Dans l'éducation, les coûts sont toujours plus élevés, les enseignants, les infrastructures, le personnel administratif, surtout l'administration, mais les résultats PISA stagnent dans le meilleur des cas, ou sinon ils déclinent. Tout le monde le sait, y compris nos élites qui essayent d'élever leurs gamins dans des circuits protégés, on va dire, mais on n'en parle pas énormément. Dans les hôpitaux, on construit des structures, on empile des agences, mais les drames continuent, les urgences sont saturées, les lits sont fermés. Dans les retraites, le système n'est pas du tout à l'équilibre, on sait qu'il est structurellement déficitaire, on perd de l'argent systématiquement d'une année à l'autre, mais on continue de promettre des pensions confortables à venir, à faire croire aux gens que l'âge de la retraite va pouvoir rester très très jeune, alors qu'en fait, on sait très bien qu'en fait, il va falloir partir à la retraite plus tard. On a déjà tout bouffé, quoi.
Et là où ça part en fumée, un autre sujet, mais c'est le gaspillage et les détournements. Donc là, on va parler des gaspillages massifs, notamment la redondance des instances, les comités, les affaires internes. On a un État en France qui aime multiplier les structures, les agences, les comités, les commissions, les délégations, les organismes satellites. Il y a beaucoup de chevauchements, absolument pas ou vraiment pas beaucoup de contrôle. Chaque département, région, ministère, établissement a ses propres circuits, ses filtres, ses relais. Donc en fait, c'est une usine à fracturer l'argent. C'est ce qu'on appelle le millefeuille administratif. C'est exactement ça. C'est un empilement de feuilles complètement redondant. En plus de ça, il faut ajouter les subventions, les aides obscures. Il y a des millions, parfois des milliards qui sont déboursés pour soutenir tel secteur, pour l'innovation, pour la transition, pour la culture ou l'écologie. Qui est-ce qui contrôle ? Est-ce qu'il y a une vraie rentabilité ? Souvent, c'est complètement opaque. On subventionne des secteurs déjà solvables, on récompense le politiquement correct, on sous-finance l'essentiel. Dans un débat du Monde, on soulignait que les aides aux entreprises sont passées de 3,1 à 6,2% du PIB, soit 186 milliards d'euros par an. On dit aider l'innovation, stimuler l'investissement, mais souvent ça finit dans des projets dispersés, peu efficaces ou pilotés par des réseaux, parce qu'en fait, les administrations qui financent des projets, elles n'ont pas vraiment conscience de qu'est-ce qui est vraiment rentable, qu'est-ce qui va amener du développement, qu'est-ce qui va amener de l'emploi, ça reste très flou, on ne sait pas comment c'est attribué. Et surtout, toutes ces structures gouvernementales, en fait, c'est pas leur argent. Donc si un projet échoue, quelque part, il y a une dilution de la responsabilité, tout le monde s'en fout. En plus, il y a les fraudes, l'inefficacité et surtout les coûts de contrôle. On ne parle pas beaucoup des fraudes sociales, fiscales, des niches, des exonérations mal calibrées, et la pression du contrôle n'est pas du tout assez suffisante. Donc pour compenser les erreurs, en gros les problèmes d'ajustement, on augmente les frais, on crée plus d'administration, on alourdit le système, systématiquement. Tout ça, ça alimente un système où on paye deux fois. On paye une première fois pour soutenir, ce qui est normal, et ensuite on paye une deuxième fois pour réparer les conneries. En quatrième point important, il y a le gouffre de la dette, qui est absolument monstrueux, mais maintenant on en parle. Si les impôts suffisent pas et qu'on continue à dépenser, nos politiques ont trouvé une solution magique, on emprunte. Résultat, la dette explose. En fin 2024, la dette publique française s'établissait à 3 300 milliards d'euros, selon la Cour des comptes. Au troisième trimestre 2024, elle était de 3 303 milliards, soit 113,7% du PIB, selon l'INSEE. Au premier trimestre 2025, elle atteint 3 345,8 milliards d'euros, soit 114% du PIB. Selon le ministère de l'économie. Ce qui fait que, en fait, ça n'arrête pas, ça ne fait qu'augmenter. Et le pire, c'est les charges d'intérêt qui explosent à leur tour. Du coup, en 2024, l'État a supporté environ 59 milliards d'euros d'intérêt sur sa dette, selon la Cour des comptes toujours. C'est un poste budgétaire que personne ne veut toucher. Et ça grève tout le reste, ça bousille tout. C'est bientôt plus cher que l'éducation. Donc on va dépenser plus d'argent pour rembourser l'intérêt de notre dette que pour éduquer les générations futures. Et c'est pas fini, selon les scénarios pessimistes, certes, la charge d'intérêt pourrait monter jusqu'à 107 milliards d'euros en 2029, selon viepublique.fr. Autrement dit, on s'endette pour payer les intérêts d'une dette qu'on laisse grossir. C'est une espèce de cercle vicieux, un truc de dingue. C'est, en fait, on fait un gage sur l'avenir. Clairement, on hypothèque les générations futures. Quand un gouvernement promet une baisse des impôts, il crée un trou, et ensuite il va s'endetter davantage, puisqu'il ne trouve pas d'autre solution. Et le cercle est absolument infernal. Ce qui est important aussi là-dedans, c'est qu'il y a un piège psychologique. Et
on peut essayer d'expliquer pourquoi on accepte ça, alors qu'au fond, tout le monde est très conscient de cette situation. Si tu veux savoir pourquoi la majorité continue de la fermer, c'est principalement parce qu'on a été éduqué depuis hyper jeune à croire que c'est normal. On nous vend la protection, sans l'État tout s'effondre, on a besoin de l'État partout, que fait l'État ? On a peur, dès qu'il n'y a plus d'État, on a peur. On nourrit une illusion du on peut rien faire. L'État doit gérer. Nous, à titre individuel, on peut rien faire. Si tu râles, t'es juste un extrémiste, un idéologue, un ennemi du système, ou un facho, comme d'hab, quoi. Donc ça, c'est très important, parce qu'il y a ce côté protection qui s'oppose à l'immobilisme du on peut rien faire, on se sent impuissant. Ensuite, on joue sur les petites attentes. Ça, c'est très très important. On va vous donner ça, on va augmenter ceci. Donc on vous promet des petites cacahuètes par-ci, des petites pistaches par-là. Il y a des petites promesses ciblées qui sont très visibles. On dit, ah bah tiens, on va vous donner 100 balles, on va vous donner un chèque énergie, on va vous donner, je sais pas, les APL, les allocations familiales, que tu as payé 3-4 fois avant, pendant qu'à côté, le trou grandit inexorablement. Et un quatrième point important pour le piège psychologique, c'est que le citoyen est hyper infantilisé. On n'a pas besoin de comprendre, on doit croire, c'est normal de payer, voilà, on doit payer, c'est normal, on est heureux de payer, on ne demande pas pourquoi, on n'a pas besoin de demander de résultats. Donc du coup, beaucoup l'acceptent sans contester. Le discours dominant, c'est on ne peut pas faire autrement, et on reste dans l'ignorance et dans le flou. Donc en constat, on peut voir qu'à chaque épisode politique, on nous vend la mythologie de l'État protecteur, du service public. Mais quand on rouvre les comptes, on suit la trajectoire de l'argent, on découvre un système tout bancal, clientéliste, surendetté, et surtout qui survit sur la naïveté collective. Et on se demande, on se dit, peut-être on n'a pas touché le fond de la piscine, alors bon, on descend, on continue de descendre, non mais ça va aller. Voilà, on n'est pas encore arrivé au fond. On nous prend un peu pour des imbéciles, quoi. On nous promet que ce qu'on veut entendre, on embrouille un peu la ligne, on multiplie les dispositifs. Alors il y a des trucs dans tous les sens pour obtenir une petite cacahuète par-ci, et surtout on dilue complètement les responsabilités, donc tout est brouillé. Pourtant derrière tous ces discours, le bilan il est hyper clair. L'État pompe l'argent, emprunte, dépense hyper mal, et à la fin, qui c'est qui va supporter l'addition quand on te dit qu'on va taxer ton livret A, qu'on va taxer ton assurance vie, qu'on va encore re-surtaxer tes dividendes, alors qu'en fait les dividendes ils sont issus de choses qui ont déjà été taxées 50 000 fois. On paye pour tout et on contrôle rien. L'État nous promet la sécurité, faudrait commencer à parler de liberté plutôt, ça c'est à nous de choisir. Donc voilà, on va parler de plein de sujets dans les prochains podcasts pour essayer de réagir, de s'émanciper à notre niveau. On va continuer sur les mensonges du système français, et on va parler aussi de l'administration qui nous enchaîne, qui nous rend complètement cinglés, que ce soit pour nous prendre ou nous rendre du pognon. De l'illusion du service public, de la dépression française, la dépression des Français, enfin du peuple français, et puis comment on peut essayer de reprendre la main à titre individuel, quelles sont les grandes idées qui peuvent nous aider à comprendre et à agir. Alors n'hésite pas à t'abonner si tu veux suivre les prochaines petites idées que je vais lancer sur cette chaîne. Merci beaucoup et à bientôt.